Bonjour à tous. Alors, je regarde la régie, comme on dit au journal parlé, pour voir si tout est en ordre et est-ce que tout le monde est connecté? Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, alors ça me Salut permet de Monsieur le vous gouverneur. accueillir. Merci, merci en tout cas pour l'organisation. Ça me permet de vous accueillir, de vous dire que je me réjouis de vous voir aussi nombreux. Alors, quelques mots d'introduction pour vous dire effectivement que malgré les circonstances un peu compliquées, nous avons tenu à poursuivre ces démarches et ces webinaires de formation dans des formats un peu originaux, mais ce sont les circonstances qui nous l'imposent. Je pense que nous sommes tous conscients que depuis près d'un an, nous vivons une situation exceptionnelle avec une contrainte terrible qu'est le Covid, contrainte évidemment personnelle, mais aussi dans le cadre de l'organisation du travail, et peut-être plus globalement dans le cadre de notre relation au travail. Un des risques, ce serait évidemment d'être uniquement focalisé sur ce Covid. Il faut le faire, évidemment, être particulièrement vigilant, mais il ne faut pas négliger tous les autres aspects de la sécurité et du bien-être au travail. Et c'est un peu dans cette démarche-là que nous avons souhaité poursuivre, malgré les règles actuelles, poursuivre cette formation, cette démarche d'amélioration, avec aujourd'hui un accent tout à fait particulier sur le secteur de la construction, avec 3 volets, vous l'avez vu dans la présentation, les poussières de quartz, les TMS adaptés au secteur de la construction, mais je le dis déjà aux organisateurs, vous pourriez aussi le prévoir pour la vidéoconférence, parce que les pauvres comme moi qui sont pliés en deux depuis un an auront bien besoin d'un séminaire, à mon avis, un jour. Et puis, comme toujours, une troisième partie avec des outils très concrets qui vous concernent, avec des fiches de prévention et un point sur le corona. Alors, avant de leur céder la parole, je voudrais vraiment insister pour remercier et féliciter tous ceux qui ont mis en route ce webinaire, qui l'ont préparé dans des conditions parfois un peu compliquées, alors évidemment constructives. Hein. Vous aurez des présentations de messieurs Piette et de monsieur Tillemont. Merci à eux. Je remercie parce que c'est un partenaire depuis bien longtemps, le directeur de la Confédération Construction Luxembourg, François Clautz. Je remercie bien entendu et je me félicite aussi de cette parfaite collaboration depuis le départ avec le contrôle du bien-être du SPF Emploi. Ils prendront également la parole tout à l'heure et je vais leur céder immédiatement. Et puis un mot pour remercier la province de Luxembourg qui est notre partenaire et qui nous permet de travailler très efficacement avec Monsieur Lejeune pour tout ce qui est l'aspect secrétariat et organisation. Merci à Caroline qui a piloté toutes ces démarches ici au sein du cabinet. Je ne serai pas beaucoup plus long. Je vais vous souhaiter une bonne matinée de travail dans le cadre de ce webinaire et peut-être vous faire une demi-promesse, c'est de se revoir le plus rapidement possible en présentiel. Voilà, demi malheureusement, parce que je ne peux pas aller plus loin ce matin. Bon travail à tous et à la prochaine fois. Je vais céder la parole. Je pense que vous allez commencer par les poussières de quartz. Alors, je ne sais pas qui de M. Lambinet, de M. Vassalio va prendre la parole, peut-être les deux en même temps. En tout cas, je leur souhaite la bienvenue dans ce webinaire et je leur donne immédiatement la parole. Bonne journée à tous. Merci, monsieur le gouverneur. Avant de céder la parole, je voudrais juste dire un petit mot. Donc, je vais être très bref, simplement vous donner quelques infos pratiques. Donc, je demanderai à tout le monde de couper vos micros durant les présentations afin d'éviter les interférences. Et pour toute question que vous ouvriez, le chat est disponible. Vous pouvez y poser vos questions. Je me ferai le relais de celle-ci et un temps sera consacré à la fin pour y répondre. Et donc, comme monsieur le gouverneur vient de le dire, je cède la parole à messieurs Lambinet et Vassalo, qui sont tous deux inspecteurs au contrôle du bien-être, qui vont vous parler des poussières de quartz. Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais immédiatement partager mon écran. Bien. On m'a demandé, ainsi qu'à mon collègue Christian Robinet, de vous parler du quartz, de la silice cristalline alvéolaire, et notamment de toute une série de modifications de la réglementation qui sont intervenues il n'y a pas si longtemps que ça. Avant de commencer, je voudrais tout d'abord vous dire que finalement, ces changements de réglementation, ces différents éléments n'ont pas changé grand-chose sur le fond. Autrement dit, le quartz n'est pas subitement
devenu un agent cancérigène. On sait que le quartz est dangereux, que ça génère un risque, une probabilité donc de développer un cancer professionnel, bien entendu, depuis de nombreuses années. Simplement, il y a eu un changement de philosophie. Et avant de commencer, donc ça, c'est pas dans les dias, simplement vous dire que la philosophie précédente reposait réellement sur l'analyse des risques. L'employeur devait réaliser une analyse des risques. Aujourd'hui, il n'a plus besoin quelque part de réaliser cette analyse des risques puisque le quartz est clairement reconnu comme un agent cancérigène. Mais tout d'abord, le quartz, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le quartz, en fait, c'est le nom minéralogique de l'oxyde de silicium qui est appelé. Monsieur Vassalo, on ne vous entend plus. Non. Et maintenant, vous m'entendez? Oui. Oui, ça marche, Didier. Désolé. Ça faisait un moment que vous ne m'entendiez plus peut-être. Donc, simplement rappeler que le quartz est un élément que l'on trouve partout sur Terre. Donc, c'est une des substances les plus abondantes que l'on peut trouver dans la croûte terrestre. Et la forme la plus connue, évidemment, c'est le sable. D'accord? Alors, rapidement, un petit tableau qui vous montre le pourcentage de quartz que l'on peut trouver dans différents éléments. Donc, par exemple, des pierres jusqu'à 90%, hein, le silex, le grès jusqu'à plus de 70%, le béton, le mortier de 25 à 70%, le schiste, le kaolin, les tuiles, les ardoises, le granit, les briques, 30%, les pierres d'acier, du basalte, de l'hérite jusqu'à 5%. Donc, on peut vraiment retrouver du quartz dans énormément de matériaux naturels. Et le problème, en réalité, c'est que le quartz, c'est la cause de maladies professionnelles qui sont, comme je l'ai déjà dit, connues de très longue date. Et on peut, par exemple, rappeler les épidémies de silicose chez les mineurs. L'agent chimique, l'agent cancérigène responsable de cette silicose, évidemment, ce n'était pas le charbon, mais le quartz. Alors, on sait que la silicose est provoquée par une fine fraction, donc une petite fraction des particules, qui peuvent finalement pénétrer au cœur des poumons lorsqu'on les respire, et ça atteint les alvéoles pulmonaires. Le quartz est évidemment toxique pour les cellules qui éliminent les objets de ces alvéoles, c'est-à-dire les macrophages. Le quartz provoque la cicatrisation des tissus et donc l'échange de gaz est rendu relativement difficile. C'est quasiment la même mécanique que pour l'amiante. Alors, le grossissement des parois rend finalement les parois des poumons moins flexibles et perméables. Donc, on a de moins en moins d'échanges d'oxygène avec le dioxyde de carbone. Ça devient de plus en plus difficile. La fonction pulmonaire se dégrade. On manque de souffle. On a une dégradation de la condition générale et on peut également développer des troubles cardiaques. Alors, le Centre international pour la recherche sur le cancer, il dit que on a plus de cancer du poumon dans des populations avec de la silicose. D'accord? En théorie, dans des populations avec moins de silicose, on constate donc moins de cancer du poumon. En théorie, si on peut prévenir la silicose, on peut donc prévenir également le cancer du poumon. On a de moins en moins de mineurs, donc de mineurs dans des mines évidemment. Donc on a vu au fur et à mesure du temps une baisse importante des silicoses. On continue à avoir la silicose dans des fonderies ou des carrières. On constate également une sous-déclaration de maladies professionnelles très probable. Donc ça veut dire simplement qu'on ne déclare pas ça aux maladies professionnelles, mais ça c'est comme pour l'ensemble des maladies. La fin de l'exposition ne signifie malheureusement pas la fin de la formation des tissus cicatrisants. Et la relation entre la maladie qui se déclare souvent qu'après de nombreuses années, donc souvent après la mise à la retraite, et l'exposition au quartz n'est finalement
toujours pas facilement reconnues. Alors, on sait que, d'après différentes études, on a pu déterminer un seuil, un niveau, une dose d'exposition qui détermine si on peut avoir à un moment donné une silicose ou pas. Et il y a toute une série d'études. Là, je cite une étude suédoise qui finalement est en rapport avec les plus grandes mines de minerais de fer au monde. La silicose est fatale après une exposition cumulée de 3 microgrammes par centimètre cube multiplié par les années. Donc voilà. Alors, d'autres effets sur la santé, oui, les travailleurs exposés à la silice cristalline alvéolaire présentent aussi un risque accru, augmenté, de développer la tuberculose, une maladie rénale, une maladie cardiovasculaire ou encore une affection du système immunitaire telle que la sclérodémie, la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus érythémateux disséminé, bien que ces maladies soient plutôt rares. Que dit finalement la réglementation? Eh bien, contrairement à l'amiante, il n'existe pas de titre spécifique pour le quartz dans le Code du bien-être au travail. Et donc, afin de déterminer les obligations de l'employeur par rapport au quartz, on doit se référer à une réglementation plus générale. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On applique tout simplement le titre 1er, agent chimique, et le titre 2 du livre 6, agent cancérigène, mutagène et reprotoxique. OK? Nouveauté 2019. En 2019 sont apparues les nouveautés, ont commencé à apparaître les nouveautés dont je vous ai déjà parlé. L'arrêté royal du 17 juin 2019 qui a modifié le titre 1er agent chimique du Code du bien-être au travail en ce qui concerne l'utilisation de la silice libre cristalline. Et que dit cet arrêté? Que fait cet arrêté? Quel est l'effet de cet arrêté royal? Eh bien, il supprime le système d'autorisation pour l'exécution en plein air des travaux de traitement au jet et de désablage. Mais les travaux de traitement au jet et de désablage utilisant du sable ou d'autres granulés contenant plus de 1% de silice cristalline libre restent interdits. Donc avant, il y avait lieu de demander une autorisation pour exécuter finalement du sablage. Aujourd'hui, ça n'existe plus, cette demande, cette autorisation n'existe plus, mais il y a toujours cette interdiction maximum 1% de silice cristalline libre. Alors, si évidemment la substitution par un procédé qui est moins dangereux, hein, donc ça fait évidemment partie de la hiérarchie des mesures de prévention, est techniquement impossible, il y a malgré tout donc une exception à cette interdiction qui a été prévue pour le traitement au jet avec l'utilisation d'eau en plein air. L'exposition au quartz respirable cancérigène est considérablement plus faible avec cette technique qu'avec le sablage à sec. Donc le sablage à sec est interdit, il doit toujours y avoir un procédé qui utilise également de l'eau, qui a évidemment pour effet de faire retomber les poussières de quartz. D'accord? Totalement interdit, même dans un système clos. À l'annexe 6.2.2 du code, donc qui concerne la liste des procédés au cours desquels une substance ou un mélange se dégrade, on a ajouté le point suivant: travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail. Donc, ça veut dire qu'on englobe également les méthodes de travail. Donc, c'est ça qui fait que la projection de sable pour le sablage doit être également considérée dans le cadre de cette réglementation. Alors, qu'est-ce que c'est un agent cancérigène? Eh bien, c'est une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification de la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes tels que fixés à l'annexe 1 du règlement, c'est REACH. Deuxièmement, une substance ou un mélange visé à l'annexe 6.2.1, liste des substances et mélanges cancérigènes. Et troisièmement, c'est ce qui nous intéresse, une substance, un mélange ou un procédé visé à l'annexe 6.2.2, liste des procédés au cours desquels une substance ou un mélange se dégage, ainsi qu'une substance ou un mélange qui se dégage
lors d'un procédé identique. Ça va? Donc, ceci, c'était en guise d'introduction. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que le quartz est un agent cancérigène. Évidemment, c'est la fraction alvéolaire qui pénètre au cœur des poumons qui est problématique, d'accord? Le changement de la réglementation, je vous en ai déjà parlé, avant, l'employeur devait faire une analyse des risques et éventuellement démontrer si c'était cancérigène ou pas cancérigène dans le cadre. Non, aujourd'hui, ça a été transcrit tel quel dans le code, c'est cancérigène, donc on doit appliquer toute une série de choses et on doit notamment faire une évaluation des risques. On doit prendre des mesures de prévention, bien entendu. Il existe toute une série d'interdictions. On va également parler de valeurs limites d'exposition professionnelle. Et je le dis déjà une première fois, une valeur limite d'exposition professionnelle n'est jamais une valeur santé. Le simple fait de respecter cette valeur limite n'est pas une garantie pour la santé des travailleurs. D'accord? Donc, l'objectif n'est pas de respecter la valeur limite, c'est une partie de l'objectif. L'objectif, c'est d'exposer les travailleurs au niveau le plus bas possible. On parlera des agents cancérigènes et nous verrons ce qu'il en est en pratique. Et enfin, la dernière, finalement, protection pour les travailleurs, les équipements de protection respiratoire. Et donc, l'employeur, il a l'obligation de réaliser une évaluation des risques et il doit tenir compte des propriétés dangereuses du quartz. C'est pas compliqué, c'est un agent cancérigène. Des informations par rapport à la sécurité et à la santé, du niveau, du type et de la durée d'exposition. C'est réellement un élément super important. On doit tenir compte du niveau d'exposition. Ça veut donc dire qu'il y a toute une série de méthodes d'analyse des risques, d'une méthode d'évaluation des risques qui ne sont pas applicables par rapport au quartz comme par rapport à l'amiante. Exemple, tout simple, la méthode la plus connue et pour moi la plus utilisée dans ce que je peux voir lorsque je demande à consulter des analyses des risques, la méthode Kiné n'est pas une bonne méthode pour faire une évaluation des risques par rapport au quartz ou par rapport à l'amiante. On doit évidemment tenir compte de la valeur limite d'exposition. On doit tenir compte des effets des mesures de prévention qui sont prises ou qu'on va prendre à un moment donné. Et on doit aussi tenir compte des conclusions qui sont disponibles par rapport à la surveillance de santé. Les mesures de prévention, elles ont pour objectif, d'une part, d'éviter les risques, ensuite d'éviter les dommages et de limiter les dommages. Vous connaissez tout ça, c'est la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. Le type de mesures de prévention, eh bien, tout d'abord, des mesures organisationnelles. On va travailler sur la méthode de travail, sur la procédure de travail, sur des mesures techniques appropriées. On va aménager le lieu de travail. On va concevoir, on va adapter le poste de travail ou les postes de travail. On va choisir ces équipements de travail. On va utiliser du matériel adéquat et on va évidemment veiller à son entretien, puisque vous comprenez évidemment qu'un outil qui n'est pas bien entretenu, qui est usé, risque de provoquer plus de poussière. On va évidemment limiter le nombre de travailleurs exposés, c'est une évidence, d'où l'utilité de travailler en système clos. Et évidemment, on va limiter la durée et l'intensité de l'exposition en rapport avec la valeur limite d'exposition que l'on ne peut pas évidemment dépasser, mettre en place des mesures d'hygiène appropriées et enfin diminuer la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail. À cela vient s'ajouter la surveillance de santé, donc ça c'est le rôle du médecin du travail et bien entendu, et ça c'est quelque chose de transversal dans toute la réglementation, une information et une formation des travailleurs. Cette formation et cette information, ça doit être approprié, ça doit être en rapport avec l'évaluation des risques, en rapport avec l'agent chimique dont on parle, donc ici c'est le quartz. On doit parler des risques pour la santé, on doit parler de la valeur limite d'exposition et on doit également parler des précautions et des mesures à prendre. La détermination du type de mesure en tenant compte de la hiérarchie des principes généraux de prévention. En un, on doit éviter les risques.
En 2, on doit évaluer ce qui ne peut être évité. Combattre les risques à la source, par exemple, une aspiration sur un outil de travail, bien entendu. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou l'est moins. C'est difficile, mais c'est possible dans le cas du sablage. Par exemple, on peut utiliser du corindon. On peut utiliser des scories ou du laitier. On peut utiliser des billes de verre ou d'acier. Il y a évidemment les protections collectives, les protections individuelles en dernier lieu. On adapte le travail à l'homme, on limite les risques en fonction de l'évolution de la technique. Évidemment, on peut développer des nouvelles techniques. On le voit dans d'autres matières. On avance, il y a des progrès chaque jour. Et on limite les risques de lésions graves en prenant d'abord des mesures matérielles. Cette dia vous montre toute une série de produits que l'on peut utiliser dans le cadre de la substitution au quartz. La hiérarchie des mesures de prévention, vous connaissez bien entendu. L'évaluation des mesures prises. Alors, l'évaluation des mesures peut se réaliser soit par des mesurages ou par tout autre moyen d'évaluation objectif. On doit tenir compte des résultats dans l'évaluation des risques. On peut évidemment, donc il y a plusieurs manières d'évaluer un risque. C'est pareil pour l'amiante. Tout d'abord, on peut faire une évaluation a priori qui est fondée sur des facteurs de risque objectifs, bien entendu. On peut également se baser sur des comparaisons. On peut retrouver toute une série de mesurages qui sont disponibles, je vais dire, gratuitement sur Internet, par exemple. Et donc, on peut utiliser une comparaison. Évidemment, la difficulté, c'est de bien vérifier que ce que l'on fait est comparable à ce qui a été mesuré. D'où l'intérêt, évidemment, quand on fait un mesurage, d'avoir un mesurage représentatif et particulièrement bien décrit, où on décrit les circonstances du prélèvement, les circonstances d'échantillonnage, ça va sans dire. Et enfin, en dernier recours, eh bien, on peut effectuer ses propres mesurages par un laboratoire agréé. On a une interdiction d'utiliser du sable ou d'autres grains contenant plus de 1% de silice pour effectuer des travaux de traitement au jet et de sablage. Ça, vous le savez, on l'a déjà dit. La valeur limite d'exposition, eh bien, la valeur limite d'exposition professionnelle, c'est finalement la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps, de la concentration d'un agent chimique dans l'air, de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée. En résumé, parce que c'est fort compliqué, c'est le niveau légal de concentration dans l'atmosphère à ne pas dépasser pour une durée de travail de 8 heures. On a une obligation de maintenir l'exposition aussi basse que possible. Le simple fait de respecter la valeur limite d'exposition n'est pas suffisant. On a évidemment une interdiction de dépasser cette valeur limite d'exposition. Elle est contraignante. L'exposition des travailleurs à des concentrations supérieures à la valeur limite est une infraction aux dispositions concernant le bien-être au travail. Les valeurs limites d'exposition, ce n'est qu'une partie des mesures de prévention structurées de façon hiérarchique. D'accord ? Ce n'est en aucun cas une garantie de bonne application de la réglementation et d'une bonne hygiène au niveau du travail. Voilà, donc vous voyez ici une représentation, vous avez une pièce de 2 cents et vous avez 0,1 microgramme de quartz à côté. Donc vous voyez, c'est excessivement petit. Alors, la silice cristalline, c'est aussi un agent cancérigène. Et donc, il est susceptible d'augmenter le risque de cancer chez l'homme. Et il est aujourd'hui repris dans l'annexe 6.2 du titre 2 du livre 6 du Code du bien-être au travail. On a donc une application du titre 1er et du titre 2. On doit donc avoir une attention particulière sur les équipements de protection respiratoire, sur la formation des travailleurs, et les zones de travail doivent être délimitées et signalées. Donc les zones où on va finalement mettre en œuvre cette silice cristalline alvéolaire. Alors en pratique, eh bien, on a la substitution, bien entendu, l'hydrosablage, on en a parlé.
La difficulté, c'est l'omniprésence du quartz. On l'a vu, il y en a partout. C'est présent dans les pierres, dans les minerais, les sols, les bâtiments, les matériaux de construction. Isolation du risque. Travailler dans un système clos, c'est l'idéal. C'est pas toujours réalisable non plus. Sur des chantiers, c'est plus compliqué, il faut l'avouer. Une aspiration à la source sur l'outil de travail, oui, c'est bien, mais attention à tout finalement, comment dirais-je, tout l'entretien de cet outil de travail. Travailler à l'humide, oui, mais il faut assez de débit. Attention aux outils usés qui peuvent provoquer plus de poussière. La ventilation générale, l'idéal, c'est un travail à l'air libre. Réduire le nombre de travailleurs exposés, réduire le nombre de collègues dans les environs, donc leur environnement immédiat. Et au niveau de l'équipement de protection respiratoire, on doit utiliser au minimum un masque FFP3. Attention aux fuites au bord si l'étanchéité au visage est insuffisante. Les équipements de protection respiratoire. Évidemment, il y a lieu d'appliquer le titre 2 du livre 9 concernant les équipements de protection individuelle. Le choix du modèle d'équipement de protection respiratoire est fonction d'une appréciation, et ça, on l'oublie souvent. Une appréciation qui tient compte, d'une part, d'une analyse et d'une évaluation des risques qui dépend du niveau d'exposition. Autrement dit, on choisit son équipement de protection respiratoire. Donc, c'est un FFP3 ou un P3 et on sait qu'il y a plusieurs modèles en fonction du niveau d'exposition que l'on va atteindre ou qui est attendu, évidemment, puisque la première fois qu'on va mettre la méthode en œuvre et qu'on va l'évaluer, on ne sait a priori pas spécialement à quel niveau d'exposition on va arriver. Des caractéristiques que l'équipement de protection respiratoire doit posséder. Des caractéristiques des différents équipements de protection respiratoire qui sont disponibles sur le marché. D'accord ? Et donc, on compare ça avec les caractéristiques que l'équipement de protection respiratoire idéal devrait posséder. Et tout ça est revêtu de l'avis écrit du médecin du travail. Et donc, il faut évidemment le demander au médecin du travail. Alors, un avis du médecin du travail, ce n'est pas simplement sur la notice d'utilisation un cachet avec une signature. Un avis, c'est quand même quelque chose qui est motivé en fonction notamment des opérations qui vont mettre en suspension la silice cristalline alvéolaire. Alors, dans le cas du sablage, l'équipement de protection respiratoire ne peut être qu'un masque à adduction d'air intégrale. D'accord. La qualité de l'air et l'hygiène du matériel, ce sont des éléments indispensables qui doivent être contrôlés régulièrement. Petite vidéo qui ne démarre pas. Vous pourrez de toute façon la retrouver facilement. C'est la petite vidéo NAPO relative aux poussières au travail. Alors, vous dire également, vous le savez peut-être déjà, qu'un guide pour l'inspection du travail concernant l'exposition à la silice cristalline alvéolaire sur les sites de construction a été réalisé par le comité des hauts responsables de l'inspection du travail. Et il a présenté ce guide destiné aux inspecteurs nationaux, donc en Europe. Tous les inspecteurs du travail ont eu accès à ce guide sur la gestion des risques encourus par les travailleurs suite à une exposition à la silice cristalline alvéolaire sur les sites de construction. Ce guide a été élaboré par le CHEMEX, le groupe de travail sur les substances chimiques du SLIC. La Direction générale du contrôle du bien-être au travail a contribué évidemment à la réalisation de ce guide et il offre aux inspecteurs des informations générales sur la silice cristalline alvéolaire, les risques pour la santé, le cadre réglementaire et les mesures de contrôle, ainsi qu'un nombre de fiches de travail relatives à la silice cristalline alvéolaire. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement intéressant au niveau documentaire. Alors, des actions sont possibles, évidemment, quand on est face à certaines situations de travail non adéquates, et elles sont recommandées
Là où, évidemment, pourrait surgir un risque pour la santé des travailleurs. D'accord? Ça veut donc dire qu'en fonction des situations que l'inspecteur du travail va rencontrer sur le chantier, en se référant à ce guide, en se référant à ces fiches, il a finalement toute une série de mesures qui lui sont recommandées, qu'il peut donc prendre. C'est un guide. Et ça, c'est quelque chose qui est censé être applicable partout en Europe. D'accord? Voilà. Euh, je vais laisser la parole à mon collègue Christian Lambinet. Je vais continuer à faire défiler les petites dias, donc je m'excuse d'avance si à un moment donné il y a un petit décalage. Et je pense que, comme ça a été dit en introduction, on passera aux questions par la suite. Merci pour votre attention. Merci Didier. Pour ma part, je vais compléter un petit peu ce que mon collègue Didier a expliqué, en faisant le lien avec finalement ce qu'on rencontre sur les chantiers. Et ça, c'est aussi en préambule avec des solutions plus pratiques que Jérémy vous expliquera. Donc, d'abord, je m'excuse pour ma voix, mais bon, c'est conséquence d'un travail sur chantier, vous voyez, comme quand ça arrive. Et donc, tout d'abord, le quartz n'est évidemment pas présent uniquement sur les chantiers, puisque on retrouve, Didier vous en a parlé, pas mal ce problème, cette problématique-là dans les carrières, dans les industries qui font de la découpe de pierre, dans le sablage en industrie et dans des industries spécifiques qui utilisent le quartz. Mais l'avantage, si je peux dire, c'est-à-dire qu'on est dans des endroits fixes, avec des postes fixes qui sont plus faciles à protéger, en tout cas pour lesquels il est plus facile de mettre en place des équipements de protection collective. Et il faut reconnaître que, tout comme pour l'amiante maintenant, une grande partie des expositions problématiques à la poussière de quartz, ça ne se produit surtout sur les chantiers temporaires ou mobiles. Et je dirais que les plus problématiques se produisent sur les petits chantiers. Merci Didier. Voilà. Alors, j'aime toujours bien de faire le lien aussi, en tout cas en ce qui concerne le chantier, les chantiers, avec de revenir aux fondamentaux aussi, et avec l'article 15 de la loi du 4 août 96 qui dit que les personnes qui sont en application du présent chapitre sont concernées d'une façon ou d'une autre, ça veut dire tous les gens qui sont concernés par le chantier, eh bien, ils doivent appliquer les principes généraux de prévention. Donc, c'est exactement ce que Didier vous a expliqué tout à l'heure. Et donc, si ça concerne tout le monde, ça concerne aussi le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre chargé du projet, donc l'architecte ou le bureau d'études. Ça veut dire qu'ils doivent, eux, dans la conception du projet, déjà penser à éviter les risques, à combattre les risques à la source, à remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou par ce qui l'est moins, et aussi tenir compte de l'état d'évolution de la technique. Donc, c'est pas limité, je veux dire, l'application de notre réglementation n'est pas limitée aux entrepreneurs, évidemment, mais ça veut dire qu'on vise aussi, dans notre réglementation, à impliquer les gens qui travaillent à la source, au projet. D'où l'importance du choix des matériaux de construction. Évidemment, c'est clair que si on construit une maison en bois, ben, on a moins de problèmes, sauf que je l'ai fait moi-même, il y a quand même d'abord les fondations, où là, on retombe sur les mêmes problèmes. Il y a les dimensions des pièces. Par exemple, si on prévoit des murs qui sont avec des dimensions multiples de 20, ben, on aura beaucoup moins de découpe, d'autant plus qu'on peut prévoir des blocs avec une fente au milieu qui est très facile de découper en deux, sans où les architectes ont fait des œuvres magnifiques au niveau architectural, mais un casse-tête sans fin pour les exécutants, parce que quand il faut découper un ourdi en biais à 45 degrés ou à 70 degrés, enfin peu importe, eh bien, je vous assure que de la poussière de quartz, il s'en dégage beaucoup, et pas que pour celui qui disque, évidemment. Alors, c'est vrai que je suis un peu déçu en voyant la liste des participants de voir qu'il y a finalement très peu de conseillers en prévention du secteur de la construction.
parce que finalement, c'est eux qui seraient les plus intéressés finalement par ce qu'on vient d'expliquer ici. Et encore moins, évidemment, et c'est des gens très difficiles à toucher, les petites entreprises et les gens qui dirigent les petites entreprises de la construction. Alors donc, pour revenir à ce que je disais, d'où le rôle important en phase projet, en tout cas, du maître d'œuvre chargé du projet, donc de l'architecte, du maître d'ouvrage et aussi du coordinateur projet lors de la phase conception. Pour cela, évidemment, il faudrait d'abord qu'il y ait une coordination en phase projet. Et malheureusement, nous sommes exactement 20 ans depuis il y aura 20 ans au 1er mai, depuis la mise en œuvre de l'arrêté royal chantier temporaire mobile, depuis l'entrée en vigueur. Et malheureusement, c'était la principale innovation de cet arrêté-là. C'était d'ailleurs la principale innovation de la directive qui date de 1992, donc ça nous mène déjà loin. Ça va faire 30 ans déjà de la directive que l'Europe s'est penchée sur cette problématique-là. Et malheureusement, on doit constater qu'on en est, après 20 ans d'application de l'arrêté royal, on n'en est pas encore très loin. Et que si ça se passe bien sur certains chantiers, en général sur certains gros chantiers, là où le maître d'ouvrage est vraiment conscientisé à la problématique et fait en sorte que ça se passe comme il faut. Et puis sur la plupart des autres, c'est-à-dire à mon avis 90% des chantiers, il n'y en a pas, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc on ne va pas leur demander de réfléchir au quartz s'ils ne réfléchissent déjà pas au reste. Hein. Donc on devrait commencer par ça, mais malheureusement il faut bien reconnaître que c'est la grosse faiblesse de notre réglementation, en tout cas de son application. Mais néanmoins, dans la directive européenne, et cela s'est retrouvé dans l'arrêté royal, il y a l'article 26 de l'arrêté royal qui dit, et qui reprend notamment les risques aggravés, et qui dit que un plan de sécurité à santé est notamment toujours obligatoire si un ou plusieurs des travaux suivants sont exécutés. Merci Didier. Voilà. Il y a les travaux, évidemment, avec les risques de chute de hauteur de plus de 5 mètres, les travaux d'ensevelissement plus de 1,20 m, évidemment, et notamment les travaux qui exposent les travailleurs à des agents chimiques ou biologiques qui présentent un risque particulier pour la sécurité et la santé des travailleurs. Mais là, on est en plein dedans, par contre, parce que le quartz est un agent chimique qui présente un risque particulier pour la santé des travailleurs, j'ai plus besoin de vous l'expliquer, et donc, ça veut dire que concrètement, on n'a pratiquement aucun chantier où on n'a pas des risques aggravés. Parce que si vous n'avez pas les risques d'ensevelissement ou de chute de hauteur, ce qu'on a déjà sur beaucoup de chantiers, vous allez trouver inévitablement un ou plusieurs, souvent même agents chimiques qui présentent un risque particulier. Donc, on aurait déjà pu supprimer dans l'arrêté royal toute la partie qui concerne tout ce qui n'est pas risque aggravé. Ça nous aurait déjà allégé un petit peu. Et donc, ça, c'est des choses qu'on peut retenir, et ça veut dire que tous les chantiers pratiquement doivent avoir un plan de sécurité complet. Oui, Didier. Ça veut dire que non seulement le coordinateur devra s'en occuper de cette problématique-là, donc je vous l'ai dit déjà en amont, le maître d'ouvrage et l'architecte devraient déjà aussi réfléchir pour essayer d'éviter le plus possible d'exposer les travailleurs pendant la réalisation et aussi pour les interventions ultérieures à cette problématique des poussières de quartz. Et donc, dans la convention qui est passée entre le coordinateur et là où les personnes qui ont dû le désigner, on doit retrouver les phases critiques pour la sécurité et la santé, le coordinateur sera au moins présent sur le chantier. Et donc, maintenant, quand on sait ça, étant donné qu'on est devant un risque aggravé, il y a des phases du chantier pour lesquelles les coordinateurs ne sont pas souvent présents. Pour moi, c'est les électriciens et les sanitaristes. Hein. Or, les deux sont en tout cas, sur beaucoup de chantiers, en tout cas là où on construit avec des blocs en béton, la plupart du temps, ces corps de métier-là sont exposés au risque, évidemment, de la silice. Même si c'est probablement pas les corps de métier les plus problématiques, à mon sens, parce que là, on a trouvé des solutions pratiques. Hein. Vous avez déjà vu les rainureuses avec les sacs avec l'aspiration intégrée. Ça ne réduit pas nécessairement totalement l'exposition à la poussière de silice, mais ça la réduit beaucoup. Donc, c'est déjà un grand point. Pour moi, ce qui est plus problématique, c'est les maçons, évidemment. Hein. Et ça, on
on va voir ce que nos collègues de Constructive nous en diront après. Mais pour moi, c'est vraiment les maçons, et en particulier sur les petits chantiers. Et donc, je vais terminer mon intervention simplement en signalant que dans l'arrêté royal chantier temporaire immobile, on parle aussi des interventions ultérieures. Et donc, dès le moment où on sait qu'on a enfermé dans une grande partie des murs de la maison un risque potentiel qui est constitué par la silice, qui, dès le moment où on va commencer à utiliser une disqueuse, même une foreuse, etc., va provoquer des dégagements de poussière cancérigène, et bien évidemment que dans le dossier d'intervention ultérieure, eh bien, ces éléments-là doivent être mentionnés et localisés. Voilà, je pense que j'ai fini mon intervention. Voilà, mais je vais reprendre. Je ne sais pas si M. Vassalo a quelque chose à ajouter ou si je peux relayer les questions qui ont été posées. Non, vous pouvez relayer les questions qui ont été posées. La première, c'est pas une question, c'est juste une petite remarque par rapport à M. Lambinet, parce qu'il y a eu une réaction d'une personne qui met qu'il y a une équipe complète de CP niveau 2 qui font des visites d'entreprise dans les petites entreprises et notamment dans la construction qui suivent le webinaire. Là, hein, quand vous disiez qu'il n'y en a pas beaucoup, voilà, il y en a quand même. Donc merci à eux et je me permets de dire, on espère qu'ils pourront diffuser l'information à d'autres conseils en prévention et évidemment aux employeurs et aux travailleurs quoi, hein, qui sont quand même les premiers concernés. Oui, attention, ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'employeurs qui étaient là. Je n'ai pas dit pas des conseils en prévention des petites entreprises, hein, attention. Et donc voilà, les questions, mais la première c'est l'employeur ne doit plus faire une analyse des risques pour les poussières de quartz, point d'interrogation. Il doit de toute façon la faire pour les agents cancérigènes. Donc en gros, l'arrêté royal, l'analyse des risques, pardon, est-elle juste déplacée? Donc en réalité, ce qui se passait avant, c'est que l'employeur devait faire une analyse des risques par rapport à ses procédés de travail, par rapport à sa méthode de travail, par rapport à ce qu'il finalement réalisait comme activité et durant laquelle se générait ou se produisait une création de silice cristalline alvéolaire, et il devait voir en réalité si c'était cancérigène ou pas. Aujourd'hui, ça c'est terminé, c'est cancérigène. Mais il y a toujours, évidemment, comme pour n'importe quel agent cancérigène, une analyse qui doit être faite simplement avant ce qu'il faisait. En gros, c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde va se dire « Oh, mais comment est-ce qu'on va faire ?» En fait, non, ça fait des années que c'est cancérigène, ça fait des années qu'on le sait, ça fait des années qu'on n'a peut-être pas fait grand-chose. Et donc, finalement, ce que dit mon collègue M. Lambinet par rapport au risque aggravé sur chantier, c'était déjà le cas depuis de nombreuses années. Mais ici, simplement, on n'a plus le choix. C'est devenu un agent cancérigène. C'est cancérigène. On ne doit plus voir si c'est ou si ça n'est pas cancérigène dans son activité. Non, ça l'est. Et donc, on fait une analyse des risques simplement par rapport à l'agent cancérigène. Je pourrais éventuellement, ce sera peut-être plus clair, je pourrais partager le PowerPoint d'aujourd'hui, donc que vous communiquerez, je pense, à tout le monde. Et je pourrais également partager un ancien PowerPoint où j'expliquais ça quand je présentais la problématique de la silice à l'époque, avant le changement de la réglementation, pour que chacun puisse voir la différence. Mais il faut oser dire les choses qu'on n'ose pas dire. C'était déjà cancérigène. Hein. C'est pas parce que c'est passé dans un texte de loi que ça l'est devenu. On n'a pas découvert que c'était problématique en 2019 pour la santé. Ça fait des années qu'on le sait. Et ça fait des années qu'il y a des tas de personnes qui ont décidé de ne rien faire par rapport à ça. Donc voilà. Et donc maintenant, il est grand temps. Merci. Deuxième agent responsable de cancer sur chantier après l'amiante. Si M. Kopiters, qui a posé la question, veut allumer son micro, s'il n'est pas satisfait totalement de la réponse, ou s'il veut des détails, il peut. Hein, ça peut être si, pour l'instant, voilà, je vois que je suis à peu près le seul à avoir posé pas mal de questions, parce que le sujet m'intéresse, mais bon, voilà, pour l'instant, les réponses me conviennent, sont suffisamment claires, même si c'est une thématique relativement compliquée quand on est initié au domaine. Donc, je me fais peut-être porte-parole, et M. Vassalo, M. Lambinet vont peut-être me contredire, mais vous pouvez toujours les contacter quand vous avez vraiment des soucis par rapport à ça, hein, si c'est vraiment votre domaine. C'est quand même les spécialistes. Donc... Ok. Tout à fait.
Voilà. Donc la seconde question, c'était en tant que visiteur d'entreprise en SEPP, comment savoir sur chantier si maximum 1% de silice sont utilisés? Comment savoir si le travail n'est pas effectué à sec quand on n'y connaît pas grand-chose? Bon, là, c'est plutôt une question pratique, mais je ne vais pas renvoyer la patate chaude à mon collègue. Je dirais ceci, hein. Je vous ai partagé au tout début de présentation toute une série de matériaux avec un pourcentage dans une colonne sur la droite. C'est grosso modo, et en sachant qu'il peut y avoir des différences relativement importantes, toute une série de choses que vous pouvez prendre en ligne de compte. Voir si sur un outil a une aspiration ou si on travaille à l'eau, si on travaille à l'humide, c'est aussi quelque chose qui se voit. Mais je pense que vous serez vraisemblablement plus satisfait suite à l'intervention des présentateurs de nos collègues de Constructive, parce qu'ils ont vraiment toute une série de dossiers, et je sais qu'à l'époque également, ils avaient effectué toute une série de mesurages et toute une série d'enquêtes. Et donc, je pense que le côté pratico-pratique, à quoi ça va ressembler ce genre de choses, vous allez le voir à ce moment-là. Et comment est-ce qu'on le sait? Oui, en principe, on le sait en suivant ce genre de webinaire. Si je peux un peu compléter, hein, Didier, au niveau de savoir si on est avec du sablage avec plus de 1% de silice libre, il suffit déjà de regarder sur les sacs, hein, et on voit ce qu'ils contiennent. Ouais. Donc, ça aide déjà beaucoup. Pour le reste, si on fait du disquage à sec sur un chantier, ça se voit. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être expert pour voir que ça se passe. Et nos collègues de Constructive vous le confirmeront qu'on est bien au-delà des valeurs limites, hein. Donc, dans ce cas, je veux dire, il ne faut pas beaucoup d'expérience pour se rendre compte qu'on est devant des situations problématiques. Mais Jérémy nous le confirmera certainement dans son intervention qui va suivre. Je vois que monsieur ou madame Culot a levé la main. Je suppose qu'il ou qu'elle veut intervenir. J'ai vu. Oui, tout simplement. Enfin, moi, j'ai eu toute une série de pannes ordinateur, soit globalement, au niveau un peu du traitement des déchets ou de ce qu'on aspire ou qu'on caisse. Désolé, j'ai pas vu votre PowerPoint, était peut-être reprenait cette question-là ou viendra peut-être dans la suite. Existe au stade actuel. Je veux dire par là, on scie une bordure ou on fait une découpe dans un mur, le sac d'aspiration, on en fait quoi? C'est une bonne question. Si on parlait d'amiante, je vous aurais répondu immédiatement qu'on évacue ça comme déchet amiante conformément à la filière des déchets applicable dans la région concernée. Ici, mon sentiment à moi, c'est que l'idéal, c'est d'avoir des appareils avec des sacs, hein, donc au niveau de l'aspirateur, qui sont jetables. Pour ne pas, voilà, ça c'est mon sentiment, mais je vous avoue que je n'ai pas de connaissances quant à la filière des déchets spécifiques et des impositions spécifiques en fonction des régions. Ceci étant, il est clair que dans le cadre de l'analyse des risques, des mesures de prévention, l'employeur devrait aussi analyser ça et donc en tenir compte. Et là, je vous renvoie peut-être vers le côté pratique, mais sans savoir si Constructive s'est déjà penché sur la question. Donc voilà. Mais l'idéal pour moi, c'est avoir un sac. L'agent cancérigène est enfermé dans le sac et on évacue ce sac comme déchet. C'est d'ailleurs, si je peux me permettre de prendre la parole, une grosse problématique au niveau des chantiers, parce que voilà, il y a encore, on est bien au courant qu'il y a tous les déchets à évacuer, comment les évacuer, où les évacuer, parce que c'est pas le tout aussi de se protéger lorsque on fait des découpes de murs, de pierres, toutes des découpes. C'est tout l'aspect nettoyage de chantier qui apparaît encore au niveau, parce que toutes les crasses sont là et on remue de nouveau toutes les crasses quand on nettoie le chantier, ou c'est une grosse problématique au niveau des chantiers également. Oui. Et l'évacuation des crasses reste un point d'interrogation.
D'où l'intérêt, donc souvenez-vous, hein, la première mesure finalement, c'est de générer le moins de poussière possible. Si au départ, on met en place, je dirais, comme M. Lambinet l'a expliqué, on peut commander des demi-blocs. Il y a des blocs qui sont quelque part prédécoupés, qui vont générer fondamentalement moins de poussière que lorsque l'on prend un bloc traditionnel. Il y a toute une série de méthodes de travail, de mesures organisationnelles qui vont générer moins de poussière, qui vont générer moins de déchets. Et donc, on peut commencer par là parce que ça va aussi résoudre les problèmes au niveau de la filière des déchets. Alors, je sais que c'est un petit peu particulier au niveau conception. Je sais qu'il y a des problèmes avec les architectes, je sais qu'il y a peut-être des problèmes, des difficultés, mais il faut vraiment, c'est vraiment une question de mentalité et on va finir par y arriver. Mais oui, c'est une très bonne question, Monsieur Culot. Je vous remercie de l'avoir posée. À votre service. Voilà, donc la question suivante, c'était, mais ça je m'y attendais quand je l'ai entendu, quelle méthode recommandée pour l'analyse des risques liés au quartz, puisque la méthode Kiné n'est pas adaptée? Voilà, donc ça, en fait, c'est le job du conseiller en prévention, hein. L'employeur réalise l'analyse des risques et le conseiller en prévention, niveau 2 ou niveau 1, doit pouvoir conseiller l'employeur par rapport à une méthode d'évaluation des risques. Et donc, c'est une méthode qui doit tenir compte à un moment donné du niveau d'exposition. Donc, l'idéal, c'est de fonctionner en 3 étapes. La première étape, c'est d'avoir une évaluation des risques a priori. Et on pourrait, par exemple, simplement utiliser la méthode adaptée, peut-être même, hein, transformer la méthode du risque d'inhalation de poussière de l'INRS en utilisant le quartz. Donc, c'est une méthode qui va tenir compte évidemment du matériau, de l'amiante, du quartz, peu importe. On peut faire ça avec toute une série de fibres également, tenir compte de la volatilité, tenir compte de la méthode de travail. Voilà. Ça, c'est une méthode a priori qui devra à un moment donné être validée. Donc, ça aussi, c'est le job peut-être de l'employeur avec le conseil en prévention de développer éventuellement une méthode. Rien n'empêche également tout un secteur de développer une méthode conforme, hein. Je pense que si tout le monde se met ensemble, ce serait quelque chose de relativement intéressant. Puis, il y a évidemment la comparaison, comparaison sur base de documentaires. Donc, on essaye finalement de trouver d'anciens mesurages. Et donc, je pense notamment, je vais encore les citer, ce n'est que la 3e ou la 4e fois aujourd'hui, mais Constructive, à l'époque, avait réalisé toute une série de mesurages sur chantier qui sont vraiment relativement intéressants parce qu'on sait quand même fort bien ce qui a été mesuré. Donc, il y a des images, il y a des photos de l'activité. Donc, il y a vraiment moyen d'avoir tout un dossier complet par rapport à ça. Mais qu'à cela ne tienne, on peut aussi envisager que les gens du secteur créent une banque de données par rapport à leur propre mesurage. Donc, la 3e étape, tiens, je développe un procédé qui n'existe pas encore vraiment. Je fais faire un mesurage 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, le nombre de fois nécessaire pour pouvoir valider cette méthode de travail et ce mesurage. Et donc, voilà comment on procède. Donc, c'est une analyse des risques qui peut se faire en 3 étapes. Merci. Par contre, simplement préciser que ce que j'ai dit par rapport à Kines, ça concerne aussi d'autres méthodes d'analyse des risques, d'évaluation des risques qui ne tiennent pas compte du niveau d'exposition, mais ça concerne pas que le quartz, hein. Parce que, en fait, souvent, quand je fais une intervention sur l'amiante ou le quartz, les gens me regardent avec des grands yeux comme ça. Mais ça concerne aussi le bruit, ça concerne les vibrations, ça concerne les ambiances thermiques, ça concerne tous les agents chimiques qui ont une valeur limite d'exposition. À partir du moment où, dans la réglementation, vous avez une valeur de référence quelque part, valeur déclenchant l'action, valeur limite d'exposition, peu importe, on ne peut pas faire un kiné en tant que tel pour faire une bonne évaluation des risques. Alors, moi, ce que je dis souvent, parce que je sais aussi que le kiné est quelque chose qui est particulièrement employé, voire même exigé pour pouvoir rentrer dans certaines entreprises. Donc, si vous voulez rentrer, effectuer un travail dans une entreprise, vous devez fournir un kiné. Ben, faites-le.
Mais ne vous limitez pas au kiné. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas aller plus loin et faire autre chose. D'accord? Voilà ce que je voulais dire. Et avant-dernière question, donc comment vérifier que la valeur limite n'est pas dépassée sur un chantier? Ça, c'est aussi. Ben, bon, c'est à partir. Bon, d'abord, quand on arrive et que aucune mesure de prévention qui vont vous être présentées ou en tout cas référencées avec certainement des liens par constructive n'est mise en place, on dépasse la valeur limite d'exposition. Sinon, on passerait pas son temps à mettre des mesures de prévention en place. Il faut être cohérent. Comment est-ce qu'on peut le voir? Ben, comme je l'ai dit, soit on a effectivement constitué un petit dossier avec des mesurages et on sait se représenter avec des photos ce qui a été mesuré. Et donc, si on trouve une situation analogue, ben, on sait qu'on se trouve dans un cas de figure où on va dépasser la valeur limite d'exposition. Mais finalement, le seul moyen de le voir, c'est de faire un mesurage par un laboratoire agréé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, simplement, l'opérateur. Donc, quand on fait un mesurage, on part du principe qu'on est dans le cadre du plus mauvais cas. Donc, on va mettre quand même un équipement de protection respiratoire relativement efficace sur le visage du travailleur. Et puis, il va y avoir une pompe qui pompe, c'est le cas de le dire, et qui va récolter finalement les poussières alvéolaires, la silice cristalline alvéolaire, dans l'environnement immédiat des voies respiratoires du travailleur. Et c'est comme ça qu'on va voir à un moment donné, le laboratoire va calculer la concentration qu'on va pouvoir comparer à la valeur limite d'exposition. Donc un mesurage. Le seul moyen de le voir en temps réel, c'est un mesurage. En temps réel. Il y a un décalage, mais voilà. Ok, et alors la dernière question, c'est moi qui vous la pose, et c'est juste une question pratique. Quid des blocs type Itong? On ne peut pas faire de pub, les blocs cellulaires, etc., au niveau risque. Christian, je ne sais pas si tu veux répondre à ça. Mais je pense que les blocs Itong posent autant de problèmes que les autres, tout comme les blocs en silico-calcaire qu'on voit beaucoup sur les gros chantiers. Bah, évidemment, leur nom le dit bien. Il y a autant de problèmes qu'avec le reste. Il y a probablement moins de concentration. Là, je demanderai peut-être aux gens de constructifs de nous le confirmer, mais c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas, comment dire, problématiques. Non, ça reste évidemment. Mais ça reste toujours problématique aussi parce que c'est quand même des matériaux composites. Donc, on retrouve également du quartz dans ce genre de matériaux-là. L'avantage où on peut partir maintenant sur des autres gros chantiers, c'est quand on travaille aussi avec des blocs silico-calcaires où là, tout est déjà prédécoupé pour des bâtiments. Et c'est une des solutions aussi qu'on demande aux entreprises, c'est d'essayer de travailler avec des matériaux qui sont déjà prédécoupés pour essayer d'utiliser un minimum d'outils mécaniques pour provoquant de la poussière. Mais au niveau des blocs Itong ou peu importe autres matériaux, je pense qu'il y a une concentration de quartz dans ces matériaux-là aussi, et où les règles sont les mêmes et les mesures de prévention à prendre sont les mêmes que pour les autres matériaux. Mais je peux de mon côté me renseigner, voir s'il y a une étude au niveau des blocs Itong qui a certainement été faite et où on pourrait vous donner également aussi les fiches techniques et voir les mesures à prendre par rapport à ce type de matériaux-là. Et il y a une question qui vient de se rajouter. Donc, c'est un monsieur qui demande, ou monsieur, une dame, comment, au titre d'enseignant en construction gros œuvre, sensibiliser nos élèves à cette problématique? Ça. Ben justement, ça, on peut y répondre au niveau des fiches prévention que je vais vous expliquer après. C'est une sensibilisation à faire au départ à l'école, leur expliquer les types de machines utilisées, les protections respiratoires, les EPI, tout ça, c'est des choses. Ça, c'est une sensibilisation au niveau des écoles à faire et à prendre très au sérieux parce que c'est vraiment la base de leur apprendre. C'est ce qu'on essaye d'abord de faire vers tous les jeunes travailleurs aussi. C'est une sensibilisation au niveau des travailleurs, c'est eux qu'on vise en particulier également. Il est important, je pense aussi qu'au niveau de l'enseignement de manière générale, quel que soit le réseau, que ce soit en promotion sociale, peu importe, d'apprendre déjà correctement le métier à ces jeunes travailleurs.
C'est un petit peu comme la ceinture de sécurité. Moi, j'ai directement appris à conduire avec la ceinture de sécurité. Je n'ai pas de problème à la porter. J'ai vu aussi beaucoup de personnes qui, pendant des années, ne l'avaient pas portée et qui ne la supportaient pas, qui ne voulaient pas la mettre. On a vraiment le même genre de comportement. C'est comportemental, en fait. Et changer les comportements des gens, une fois qu'ils sont implémentés dans la manière de fonctionner, c'est quelque chose de particulièrement difficile. Il y a deux choses qui sont particulièrement difficiles, je pense. C'est un, leur faire comprendre que le masque ne les protège pas suffisamment. Ce n'est que la dernière protection. Ça, c'est vraiment important. Se dire, ça va, j'ai un masque, c'est pas vrai. C'est faux, parce qu'un masque a un facteur de protection qui varie en fonction du masque. Et donc, en réalité, ça ne fait jamais que de diviser la concentration à l'extérieur du masque par rapport à l'intérieur, évidemment. D'accord ? Même pour des masques à adduction d'air, hein, on a des facteurs, on peut aller trouver des facteurs de protection assignés, recommandés par exemple par l'INRS, puisqu'on ne dispose pas de normes nationales en Belgique. Un masque à adduction d'air, le facteur de protection, c'est 250. Donc, si j'ai 500, par exemple, fibres à l'extérieur du masque, on divise ces 500 par le facteur de protection, donc 250. 500 divisé par 250, on a 2 fibres à l'intérieur. Et donc, il faut vraiment bien conscientiser ça. C'est un élément essentiel. Et je dirais même que la manière, mais ça, peut-être qu'effectivement, c'est quelque chose qui est pédagogique, donc ça ne dépend pas du contrôle du bien-être au travail. C'est une matière personnalisable, donc ça a été transféré aux communautés, aux entités fédérées. La manière dont les étudiants se protègent, la manière dont ils mettent en place, et c'est pareil aussi en menuiserie, c'est pareil dans toute une série de choses, utiliser correctement les machines devrait être également cotée comme une manière de correctement réaliser ce pourquoi ils sont formés. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. En tout cas, ce n'est pas le cas partout. J'ai envie d'ajouter, parce que je le vis au quotidien, j'ai un fils qui travaille dans la construction, qui est étudiant en dernière année, en 7e année. Et quand je lui demande si on les sensibilise, et ce n'est certainement pas une généralité, mais on ne leur parle jamais de la prévention, etc. Je suis toujours très étonné de voir qu'il y a absolument... Je les avais invités d'ailleurs à suivre le webinaire aujourd'hui. J'avais envoyé l'invitation à la direction, aux profs, en les relançant, puisque rien. Je suis étonné. Je me dis, ça commence par là. Tout à fait. Tout à fait. Non, concernant l'enseignement, il y a quand même toute une série de documentations sur le site de Constructive, autant sur le bien-être, la sécurité, etc., que les enseignants peuvent consulter, parce que c'est à destination bien sûr des entreprises, mais également aux enseignants. Et là, il y a quand même une foule de documents qui sont utilisables et qui sont téléchargeables tout à fait gratuitement. Bien sûr. Donc peut-être demander aux enseignants de diffuser dans leur réseau, voilà, ça commence par là. Parce que bien souvent, les gens n'ont pas l'outil pour pouvoir se demander où le trouver, etc. Donc ce sera l'occasion, lorsque vous présenterez tout à l'heure, d'expliquer ça. Attendez, je vois qu'il y a encore une question qui vient de s'ajouter. Qu'en est-il de la surveillance de santé de ces élèves stagiaires qui font les stages dans le cadre de l'école, dans le milieu de la construction? Je ne sais pas. C'est une bonne question, hein, parce que en réalité, quand on se rend compte finalement qu'un étudiant, un apprenti, dans le cadre de sa formation, il va évidemment apprendre à découper un bloc. Il va évidemment apprendre à découper un ourdi. Il va évidemment apprendre à découper un bloc-itong. Il va finalement utiliser toute une série de procédés qui, d'une manière ou d'une autre, vont générer cette silice cristalline alvéolaire, qui est un agent cancérigène. C'est évident, mais vraiment évident, que le médecin du travail, lorsqu'il va voir cet étudiant, ce stagiaire, doit prendre ça en considération. C'est un agent cancérigène. Donc, mais voilà, on est vraiment au tout début de finalement la manœuvre, hein, parce que comme je l'ai dit, par rapport à ce problème, on a
malgré que toute une série de choses ait été faites, malgré l'investissement de constructif, malgré toute une série de choses, on constate sur chantier qu'il y a très peu de choses qui ont été faites. Ils découvrent ça maintenant, alors que la problématique existe depuis des années et des années. Et donc, quelque part, on est en retard. Et voilà, et donc, en ce qui concerne la surveillance de santé, ben, pour l'instant, on est plutôt branché sur le Covid, mais oui, c'est un élément qui doit être pris en ligne de compte comme un agent cancérigène. J'attire votre attention aussi sur le fait que dans la partie relative à la réglementation stagiaire et jeunes au travail, l'un fait référence à l'autre, il y a l'interdiction de les exposer à des agents cancérigènes. Voilà, je pense que vous venez de répondre à la question qui venait d'être posée. Je peux ajouter quelque chose concernant justement les jeunes sur chantier. Constructive a édité, je pense qu'il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, un dossier sur les jeunes travailleurs dans le secteur. Et toute une partie de ce dossier, je dirais même l'essentiel de ce dossier, traite de la prévention et de la sécurité sur chantier. Donc, voilà. Je pense que si ma mémoire est bonne, c'est le dossier 150, qui se trouve d'ailleurs sur notre bibliothèque digitale. Merci Jacques. Et je ne sais pas, je ne vois plus de questions. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui veut intervenir. Quelle heure est-il? Bon, on est dans les temps, là, donc voilà, c'est parfait. Je ne sais pas si... S'il n'y a plus de questions, ben, on se retrouve, je pense que c'est à 10h30, hein, pour les troubles musculo-squelettiques, c'est ça? Jérémy avant quand même, non? Non, hein, Jérémy, je crois qu'ils interviennent à 11h30, après. Oui, mais déjà ici. Au niveau de la... Moi aussi, je pensais intervenir juste après, oui. Ah, mais vas-y, ah ben voilà. Oui, donc voilà, moi, le but ici, ça va être de vous présenter comment une bibliothèque, comme Jacques venait juste d'en parler. Donc, ce n'est pas reparler de la poussière de Corse, ça a été très bien expliqué par M. Vassallo et M. Lambinet, mais c'est de vous montrer un peu les moyens au niveau des fiches prévention que Constructive développe via un centre de compétences techniques chez nous et sont soumises aussi pour vérification ou pour amélioration aux différents conseillers en prévention de chez Constructive où on donne des avis, on réalise des groupes de travail pour développer toutes ces fiches-là. En fait, donc, toutes les fiches que vous allez pouvoir trouver, je vais essayer de le partager ici, se retrouvent sur le site Building Your Learning. Donc, quand on va, tout le monde voit bien Encore, ouais, voilà. Oui. Donc, quand on va sur le site de Building Your... Oh là il y a un petit souci. On n'y est pas encore, hein. Ah, ouais. Voilà, donc ça, c'est le site de chez Constructive qui est ouvert, qui est entièrement gratuit, qui est ouvert à tout le monde. Donc, et on sert beaucoup de cet outil pour justement faire nos présentations au niveau des entreprises, la sensibilisation au niveau des travailleurs. Donc là, on peut retrouver une bibliothèque qui reprend le gros œuvre, le parachèvement, la toiture, la menuiserie, toute une série de corps de métier. Et là, bon, le but aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu les fiches prévention au niveau de la poussière de quartz. Donc, quand vous allez dans le moteur de recherche ici et que vous tapez quartz, voilà, il va y avoir toute une série de fiches qui ont été développées par Constructive. Et c'est de ça, c'est avec ces fiches-là qu'on utilise, qu'on va vers les entreprises, qu'on leur explique un peu toute la problématique de la poussière de quartz et où on peut les aider justement à faire de la sensibilisation, eux réaliser des toolbox dans leur entreprise. Et c'est un outil qui fonctionne très, très bien. Donc, il y a toute une différence. On ne va pas relire toutes les fiches parce que je n'ai pas assez de temps devant moi pour pouvoir vous le faire. Mais quand on voit, par exemple, une fiche ici, la poussière de quartz. Donc ici, attendez, je dois juste la retirer pour la présenter. Vous voyez tous la fiche? Non, là, vous ne la voyez pas, peut-être. Non, on ne la voit pas. Attendez, je la reprends là. Voilà. Voilà, parfait. Ouais, OK. Donc, on reprend un peu, comme M. Valsallo l'a expliqué tantôt dans le tableau, toute une série de points dans lesquels on retrouve la poussière de quartz. Donc, ça, c'est vraiment un résumé de la présentation de l'inspection du travail.
Donc ça, c'est une fiche Toolbox qui a été faite au février 2020, qui concerne la poussière de quartz. Comment limiter justement l'exposition? Donc, je ne vais pas relire toute la fiche, mais là, vous avez la description. Qu'est-ce que la poussière de quartz? On vient de l'expliquer. Que dit la législation? Donc, on a toute une série que M. Vassalo vient justement d'expliquer. Et ça nous permet de pouvoir distribuer aussi ces fiches-là sur chantier et de permettre aux entreprises de leur montrer un peu les moyens techniques qu'il pourrait y avoir, tout ce qui est aspiration, tout ce qui est filtrage au niveau des chantiers. Quand on travaille sur des chantiers en espace confiné ou des espaces ouverts, les moyens de protection collective qu'on met en place ne sont pas du tout les mêmes. Donc, il existe aussi toute une série de matériaux comme les disqueuses où on branche sur toute une alimentation d'eau pour limiter au maximum la poussière. Alors, tout à l'heure, je demandais comment on peut voir l'exposition ou le taux de quartz sur un chantier. Ça se voit très, très vite. On arrive sur un chantier, on voit des maçons, par exemple, qui sont en train de disquer. À l'extérieur, on voit des amas de poussière. On se doute bien que l'exposition à la poussière de quartz est très élevée. Maintenant, c'est par rapport aussi à la longévité, à la durée de l'exposition que ça change, évidemment. Mais il y a toute une sorte, quand on travaille, par exemple, au niveau de la rénovation, au niveau des espaces confinés, là, c'est un sujet quand même assez compliqué où on retrouve, parce que les entreprises, ne prennent pas les dispositions au préalable et les travailleurs se retrouvent dans des espaces complètement fermés, devoir disquer. Il y a ne fût-ce que déjà le problème de la poussière de quartz, mais quand on travaille aussi avec des outils thermiques, l'exposition au CO, qui est aussi quelque chose à prendre en compte et une problématique supplémentaire au niveau des chantiers. Donc, au niveau des fiches prévention, on reprend comme on a vu là tout à l'heure avec M. Vassalo, toute une série. Donc, oui, effectivement, on reparlait de tout ce qui est le sillage et réalisation des tranchées, raboter, mais quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi, rejoindre des questions qu'on a eues tout à l'heure, comment évacuer un peu tout ce qui est déchets aussi. Donc, quand un chantier est terminé, forcément, il faut le nettoyer. Et là, on remue de nouveau toute la crasse qu'on a remis sur chantier. Et là, c'est une grosse problématique au niveau du nettoyage. Donc, il y a toute une série aussi. Là, au niveau technique des EPC, quand on est à un chantier, c'est difficile de les remettre en place. C'est là que les protections individuelles, comme le type de masque, les différents types de masques par rapport à ce qu'on rencontre, sont importants à mettre en application sur chantier. Donc, dans toutes ces fiches-là, c'est vraiment bien, tout est vraiment bien expliqué. Vous pouvez retrouver, tous les exemples de chantiers dans lesquels, comment on peut, on est exposé à la poussière de quartz. Ici, on nous donne aussi des exemples de calcul, comment justement calculer le taux de quartz, l'exposition par rapport à différentes applications, brosser les planchers, réaliser les tranchées dans différentes applications. Donc, quels sont les problèmes dus à une exposition élevée à la poussière de quartz? Tout est vraiment bien détaillé. Quels sont les symptômes d'une silicose? Vous pouvez retrouver vraiment dans ces fiches prévention toute une série vraiment toutes bien détaillées par rapport aux différents corps de métier, par rapport aux différentes fonctions, différentes tâches appliquées sur le chantier. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour limiter un peu toute l'exposition au quartz? Tout à l'heure, on parlait justement de mesures organisationnelles. Donc, on essaye, on le retrouve beaucoup sur des gros chantiers multirésidentiels où on utilise des blocs silico-calcaires où tout est déjà bien prédécoupé. Il n'y a plus qu'à les placer sur chantier et on évite au maximum la découpe de matériaux contenant du quartz sur le chantier. Il y a les mesures collectives, là on en parle ici, qui sont bien détaillées. Donc, il faut prendre compte aussi de l'environnement, le voisinage. On ne peut pas faire tout n'importe quoi sur un chantier. Quand on démolit des bâtiments, il y a quand même des mesures à prendre, soit mouiller très régulièrement le chantier, prendre des systèmes d'aspiration, de ventilation. Tout ça est vraiment bien détaillé. Là, on peut voir une image au niveau des espaces confinés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les mesures de prévention spécifiques lors du traitement de pierres composites, ça c'est quelque chose qui est assez inquiétant parce que c'est là qu'on retrouvera le plus de quantité au niveau du quartz. Donc, il y a effectivement les masques FFP3. Dès qu'on se retrouve de toute façon sur un chantier de construction, c'est le masque qu'il faut quand même utiliser au niveau de vos voies respiratoires. Les ports de pays de vêtements de protection, là aussi, ça ne reste pas non plus qu'au niveau de la respiration. Vous contenez
du quartz sur vous, de la poussière. Donc, il y a aussi des EPI au niveau des équipements de protection individuelle tels que des salopettes et toute une série des gants, toute une série d'EPI. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à aller voir au niveau du site de Building of Learning tout ce que vous pouvez retrouver comme fiche prévention pour vous aider lors même de vos visites sur chantier, voir comment procéder. Il y a déjà des outils qui sont tout faits pour la sensibilisation des travailleurs, distribuer ce genre de fiches. Moi, je veux dire, dans le rôle que je fais chez Constructive, je veux dire, c'est ce que je fais le plus, c'est beaucoup de sensibilisation au niveau des travailleurs, c'est une de mes plus grosses missions. Et c'est aussi de pouvoir distribuer, d'expliquer, d'aller toucher aussi les chefs d'entreprise, leur expliquer les outils, justement, lors de mes visites de chantier. Ce que je vous présente là, moi, je le présente aussi aux entreprises pour les sensibiliser, leur faire savoir que l'outil existe et les mesures de prévention à pouvoir mettre sur le chantier, justement, pour pouvoir pallier aux différents problèmes de la poussière de quartz et d'autres problèmes, évidemment. Donc, c'est vraiment un outil bien pratique que je vous invite vraiment à aller sur le site de Constructive, de Building of Learning, aller visiter toutes ces séries de fiches qui pourront vraiment vous aider à réaliser et aller vers votre entreprise avec des solutions. Je ne vais pas redétailler toutes les fiches parce que je veux dire, ça sera vraiment dans le même type, mais je vous invite à le faire. Et en fait, à la fin, à chaque fois, on vous donne toutes les références. Donc, vous avez tous les numéros de fiches prévention qui sont réalisés, que vous allez retrouver sur le site. Vous tapez justement la référence. Par exemple, ici, on voit les fiches prévention 1043 poussière de quartz. Vous tapez ce 1043 dans la poussière de quartz, dans le moteur de recherche, et vous allez directement tomber sur la fiche. Et ça, c'est pas mal. Toutes nos fiches sont vraiment bien détaillées. On met vraiment toutes les références à la fin des fiches techniques. Et tout est mis à jour assez régulièrement parce qu'on a un centre de compétences techniques à Bruxelles qui ne fait que vérifier aussi les nouvelles législations, tout ça, et de mettre nos dossiers à jour par rapport à l'évolution des nouvelles techniques, des produits et des problèmes rencontrés sur chantier. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à... Jérémy, je veux t'ajouter quelque chose. C'est que dans Building Your Learning, il y a également un dossier poussière de quartz qui existe. Oui, la campagne, oui. Il est un peu daté, c'est vrai, il date de 2012 si ma mémoire est bonne, mais quoi qu'il en soit, les mesures de prévention et les mesures de protection restent d'application. Évidemment, parce que c'est comme M. Vassalo l'expliquait tout à l'heure, la poussière de quartz n'est pas nouveau, donc on a déjà détecté ce problème-là il y a déjà quelques années, et c'est maintenant qu'on s'y inquiète encore un peu plus, mais la poussière de quartz, je veux dire, n'est pas un problème rencontré depuis peu, ça fait déjà un petit moment. Donc, le dossier est disponible, il est téléchargeable, voilà. Tout à fait, oui. Voilà. J'ai mis le lien du site sur le chat, comme ça tout le monde peut. D'accord, ok. Je vois qu'il y a une question. Y a-t-il aussi des fiches sur les nanoparticules dans la même problématique que l'amiante et le quartz? Certainement, ça il faut aller revoir sur le site. Ici, je ne trouve rien, moi, sur le site, mais si je peux... Vous m'entendez là, oui? Oui. Si je peux faire une recherche et vous transmettre les liens et renvoyer à tout le monde. Ouais. Mais là, il faut que je recherche un petit peu dans l'outil. Mais ça risque de prendre un petit peu de temps. Alors, mais ça, je peux vous envoyer le lien sans problème. C'est M. Mert qui a posé la question. Il peut éventuellement revenir vers vous chez Constructive. Oui, bien sûr, évidemment. Vous pouvez les contacter. Tout à fait. J'en profite aussi par la même occasion où je sais que j'ai eu, il y a quelques personnes de chez Mensura qui sont présentes dans cette réunion. Il y avait une visite de chantier qui avait été prévue avec vous, avec mes différents collègues des différentes régions. Ça, c'est quelque chose qu'on peut essayer de remettre aussi à l'ordre du jour pour, je veux dire, vous montrer un peu les chantiers, la sensibilisation qu'on donne sur chantier, parce que je sais que vous aviez quand même quelques questions, que les visites de chantier vous intéressaient également au niveau de chez Mensura. Alors,
une petite précision, si vous me le permettez. Dans le pavé que Jérémy vous a présenté tout au début, il y a évidemment des pavés reprenant différentes activités. Il y a un pavé qui est entièrement dédié à la sécurité bien-être. Donc là, vous avez toutes les documentations et outils possibles en termes de sécurité bien-être. Pour l'avoir exploré, avoir été un petit peu fouillé, le site est bien fait et on trouve relativement facilement les infos. Oui, pour ça, c'est bien fait, oui. Ouais. Parfois des sites un peu compliqués, mais là, on est vraiment dans du très pratico-pratique. Et c'est à disposition également de l'enseignement pour ceux qui se poseraient encore la question, évidemment. Voilà. Il est 10h23, je ne sais pas s'il n'y a plus de questions, je propose qu'on en reste là et qu'on se retrouve vers 10h30 dans 5 bonnes minutes avec M. Demaret pour les troubles musculo-squelettiques. D'accord. Comme ça. Ça vaut pour moi. Merci à tous.